Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'année scolaire menacée sous l'effet de la poursuite du mouvement. On a trop supporté devant l'ampleur de la grogne des enseignants du lycée. Leurs collègues enseignants du supérieur menacent eux aussi d'entrer en grève pour dénoncer le traitement discriminatoire réservé aux enseignants en général, tandis que d'autres fonctionnaires privilégiés bénéficient de matricules et d'une avance sur salaire dès leur entrée dans certaines écoles. Vous suivrez en ouverture de ce journal comment des syndicats des enseignants exigent la tenue d'un forum national sur l'éducation. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Et à l'international, un convoi russe qui est quasi à l'arrêt à l'entrée de la capitale Kiev de l'Ukraine. Selon des sources américaines, ce convoi russe militaire fait face à une résistance ukrainienne. Pendant ce temps, le président Vladimir Poutine annonce des mesures drastiques pour répondre aux sanctions économiques et diplomatiques qui se multiplient. Nous ferons le point dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est la deuxième semaine de grogne des enseignants dans les lycées en pleine quatrième séquence importante pour le deuxième trimestre. Des élèves n'ont plus droit aux cours. Je vous le disais, cela a touché aujourd'hui des grands lycées dans la capitale économique, notamment le lycée bilingue de Deido et celui d'Aquanor, là où des enseignants ont décidé de ne plus dispenser les cours aux élèves pour rejoindre le mouvement. On a trop supporté et exprimé leur désarroi devant des conditions de travail de plus en plus difficiles et des revendications qui n'ont pas été résolues jusqu'ici. Le point avec nos reporters Roman Usche, Mathilda Kemazu et Ulrich Ngonomala. C'est le deuxième jour de grève des enseignants à Douala cette semaine. Ce matin, les élèves du lycée bilingue de Deido subissent les effets de la grève morte. À l'entrée de l'établissement, le collectif d'enseignants OTS affiche leurs revendications. Certains parmi eux ont près de 10 ans de travail sans salaire. Il y a certains d'entre nous, depuis qu'ils sont sortis de l'école, ils n'ont jamais reçu de salaire. D'autres, depuis qu'ils sont là, ils n'ont que le 2/3. Ils travaillent depuis 5 ans, 10 ans, sans salaire. Nous voulons qu'il y ait des avancements. Nous voulons qu'il y ait des primes de correction parce que l'enseignant travaille beaucoup. À quelques kilomètres de là, l'ambiance est similaire au lycée d'Aquanor. Sur des pancartes, les revendications, à savoir les problèmes liés aux avancements, les problèmes également liés aux 2/3 des enseignants, les problèmes de complément de salaire, les problèmes d'allocation familiale, les problèmes aussi d'affectation ou de regroupement non familial. Des revendications qui se font dans un contexte où les élèves subissent des évaluations pour le compte de la quatrième séquence. Dans un communiqué, des enseignants du supérieur se sont exprimés. Ils apportent leur soutien total au collectif On a trop supporté et dénoncent le traitement discriminatoire réservé aux enseignants en général, tandis que d'autres fonctionnaires privilégiés bénéficient d'un numéro matricule et d'une avance de salaire dès leur admission dans certaines écoles. Dans un communiqué, ces enseignants du supérieur menacent d'entrer eux aussi en grève au regard de leurs droits bafoués depuis belle lurette afin de prévenir les perturbations que la poursuite du mouvement OTS fait planer sur l'année scolaire et sur la paix au Cameroun. Le syndicat national des enseignants du supérieur exige la tenue effective d'un forum national sur l'éducation afin d'examiner dans leur globalité tous les problèmes qui minent le système éducatif camerounais. Toujours dans le secteur éducatif, vous vous en souvenez, le ministre de l'Éducation de base avait promis au micro d'Equinox Télévision d'aménager l'école publique de Ngwele à Bonabéry, une école où les conditions de travail des enseignants et conditions d'apprentissage des élèves avaient choqué l'opinion nationale.
Reportage diffusé il y a près de 2 ans sur Equinox Télévision. Aujourd'hui, le projet est loin d'être concrétisé. Le ministre, en visite à Douala, invoque l'indisponibilité de l'espace, qui est un espace litigieux, selon les propos du ministre. Il s'est également rendu du côté de la banlieue du 3e arrondissement de Douala, là où un instituteur a infligé des sévices corporels à un élève. Il est allé à son chevet afin de pouvoir manifester toute sa compassion et apporter un soutien à la famille de cet enfant. Compte rendu, Robert Moukoubé et Junior Haïssi. L'école publique de Ngwele ne connaîtra pas de jours meilleurs. Le projet d'aménagement de cette école en piteux état est délocalisé malgré le déblocage à 2 reprises de 500 millions de francs CFA. Il y a Equinox qui est là, non? Equinox a fait une émission et a dit que le ministre est venu ici, il a fait un discours et il nous a promis une école témoin. Je suis allé sur le site avec le gouverneur. Après moi, le préfet est allé une fois, le sous-préfet, le représentant régional des domaines et affaires foncières et tout. Je veux dire que ça fait 2 ans que nous avons des budgets de 500 millions. On n'a pas de site. L'un des goulots d'étranglement serait l'indisponibilité des espaces constructifs dans les environs de cette école. Les populations environnantes ayant des titres fonciers et ne pouvant être délogées. Le problème, c'est que lorsque le ministre des Domaines a déjà délivré les papiers à des particuliers, bon, pour que nous revenions là, on se comporte comme si on allait prendre le terrain d'un particulier, on remet la procédure. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus nous donner ça. En dépit de la mise à disponibilité d'un site de recasement non loin de là, les promesses d'il y a 3 ans du ministre de l'Éducation de base ne sauraient être tenues. Non, il y a eu des problèmes. Dans le site qui avait été, le deuxième site qui avait été donné a eu des problèmes. Voilà. Et il y a eu des problèmes quand l'entrepreneur est venu là. Bon, on nous a dit au Minepat qu'on ne nous donne plus cet argent en 2023. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà déplacé cet investissement dans la Sanaga maritime. Laurent Serge et Tundingwa rassurent tout de même que l'établissement sera aménagé. On va arranger l'école qui est là. De Ngwele? Oui, on va essayer d'arranger ce qu'ils ont aménagé pour que ce soit viable. C'est tout ce que nous pouvons faire. En séjour dans la région du littoral, le ministre de l'Éducation de base n'a pas manqué d'effectuer une descente à Bilongué, dans l'établissement scolaire où un élève a subi des sévices corporels de la part de son enseignant et a promis apporter son soutien à l'élève victime de maltraitance. Vous aurez une lettre après ça, mais l'État va s'en occuper. Le gouverneur aura une dotation financière pour poursuivre l'enfant jusqu'au bout et prouver qu'il n'a rien. Le membre du gouvernement a fait le constat d'un cadre inadéquat pour l'encadrement des élèves. Serge Itoudingwa, ministre de l'Éducation de base, donne un point de presse demain pour évoquer le sort réservé à cette école et cet enseignant qui a été reconnu coupable, selon de nombreux témoignages et des vidéos, de maltraitance infantile et le devenir de l'école publique de Ngwele à Bonaberi, dans le 4e arrondissement de Douala. Restons dans la capitale économique pour évoquer ces multiples désagréments que rencontrent les Camerounais à cause des coupures intempestives d'énergie électrique. Il ne se passe plus un jour sans que des ménages ne subissent ces coupures prolongées durant plus de 6 heures, voire 10 heures de temps. Les activités économiques en prennent un sérieux coup. Évocation dans ce reportage signé d'Alaskana et Roméo Ngoula. Maman Médanise et son bébé de 2 mois n'ont pas pu supporter la chaleur à l'intérieur de la maison. Ils sont obligés d'occuper l'estrade à la recherche d'un peu de fraîcheur. À l'origine de ce fait, une énième coupure d'électricité dans le quartier. Je dis que la chaleur est exagérée déjà. Et tu dis, ça ne va pas vraiment. Il faut qu'il change sa manière de couper la lumière à chaque minute quand les gens là. Là dehors, je suis dehors avec l'enfant comme ça ne va vraiment pas. À chaque minute. Nous sommes ici, au quartier Son Maop,
Dans le 3e arrondissement de Douala, les coupures inopinées d'électricité sont devenues insupportables par les populations. Il essaie de voir sa situation. Il nous énerve déjà. Chaque jour, on coupe la lumière, à chaque seconde. Si tu as un problème, tu ne peux pas faire quelque chose comme ça, on va couper la lumière, c'est quoi? Ici, chez nous, par exemple, on a des locataires qui menacent de partir depuis un certain temps pour cause de lumière. Parce que tout le temps, ils mettent des trucs dans des congélateurs et le matin, on n'est même plus sûr et tout ça. Tu ne peux même pas faire un programme. Le problème de lumière au quartier Sommerope, c'est la magie. À chaque minute, la lumière s'arrête, ça revient, c'est comme ça grille les appareils des gens. Les conséquences sont de divers ordres. Tenancier d'un salon de coiffure, Mohamed n'a pas ouvert depuis plusieurs jours. Là, présentement, je n'ai pas la lumière, ça fait 2 jours. Je ne travaille pas, j'ai une famille à gérer. Où va le pays? Il faut vraiment la lumière, je ne m'en sors pas. Je les employés, ils les demandent de rentrer parce qu'il n'y a pas de lumière. Malgré le groupe électrogène, les activités tournent au ralenti. Dans cet atelier de couture, le propriétaire doit mettre plus de moyens pour entretenir et conserver sa clientèle. Et comme vous êtes en train de constater, là, ce sont les clients qui sont assis comme ça, là, attendent leurs travaux. Donc ça, ce sont les difficultés que nous sommes ici. Parce que quand il n'y a pas la lumière, même les clients sont pénalisés. Bon, pour ça, je suis obligé de dépenser même à... C'est l'eau glacée, je suis obligé de le donner pour que patiente que la lumière vienne. Ces multiples coupures accentuent le phénomène de grand banditisme dans le quartier. La véranda a toujours 4 chaises en plastique neuves. Par rapport à la lumière, hier c'est parti à 19h30. Le temps que je quitte la réunion pour arriver ici, les gars ont porté toutes les chaises là, partis avec. La situation du quartier Sommerope n'est pas un cas isolé. Presque tous les quartiers et toutes les villes du Cameroun sont victimes des coupures d'électricité aux conséquences inestimables. Entre les coupures d'électricité, la pénurie d'eau et la grève des enseignants, le gouvernement a-t-il failli dans ses missions régaliennes, celui d'assurer l'éducation, d'apporter la santé et de veiller à la sécurité et la sûreté sur le territoire national? Edith Kabanwala, présidente nationale du CPP, estime que dans ces missions, c'est un véritable échec de la part du gouvernement censé veiller à la sécurité, la santé et l'éducation des Camerounais. Je vous invite à l'écouter. L'État, c'est quoi en fait? Un État doit pouvoir fournir 3 choses essentielles à ses citoyens. Sa présence qui se manifeste à travers les services de base. L'eau, quand vous avez l'eau, vous savez que l'État est là. Si vous avez l'électricité, vous savez que l'État est là. Si vous avez l'éducation, vous savez que l'État est là. La sécurité, l'hôpital, etc. Le deuxième élément que l'État doit pouvoir fournir à sa population, c'est la sécurité. La sécurité, c'est bien sûr la sécurité physique, mais c'est aussi la sécurité par rapport à ses droits fondamentaux. Dans le cas du Cameroun, ces droits fondamentaux sont garantis dans la Constitution du Cameroun. La Constitution du Cameroun dit que personne ne sera inquiété à cause de ses opinions politiques, religieuses, etc. Et ça se manifeste aussi, cette sécurité, par un système de justice. Je suis en sécurité un peu partout. Si j'ai une sécurité physique, donc si quand je vois le policier, je suis rassuré, ça veut dire que je suis en sécurité physique. Si il y a un système de justice où si ma sécurité est inquiétée, je peux aller vers ce système de justice, ça veut dire que ça va. Si mes droits fondamentaux sont respectés en tant que citoyen égal dans la société, ça veut dire que ça va. La troisième chose qu'un État doit pouvoir fournir, c'est l'espoir. Et l'espoir, elle est surtout économique. L'espoir, c'est un emploi aujourd'hui. C'est la possibilité d'un emploi demain. C'est la possibilité d'un meilleur être dans la société demain. Parlant d'économie, la flambée des prix des intrants fait perdre le sommeil aux acteurs de la filière avicole. Cette situation entraîne un renchérissement
des coûts de production et la crise sera bien pire que celle liée à la grippe aviaire. Face à une telle situation, des acteurs de la filière interpellent le gouvernement afin de les soutenir et atténuer les tensions inflationnistes sur le marché des produits avicoles. D'autres détails avec Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. Le maïs, le soja, les principaux aliments utilisés pour la production des poulets se font rares et chers sur le marché. Par kilogramme, l'augmentation des prix dépasse souvent 100 francs CFA. Cela ajouté à la pénurie des poulets d'un jour que connaît le Cameroun avec la crise du coronavirus. La pression sur les producteurs reste certes forte, mais il faut éviter d'asphyxier les consommateurs. Les producteurs sont partis sur un prix plancher de 2200 sorties des fermes. Et nous voulons que, si on peut mettre 100 francs pour le transport jusqu'au marché, que les revendeurs, les grossistes peuvent vendre à 2400 pour que les détaillants livrent en la ménagère à 2500 minimum. Ça, c'est des prix minimums, mais il y a des périodes où il y a rareté, où on peut aller un peu plus que ça. Mais on veut au moins que le prix minimum départ ferme soit de 2200. Au fond, les efforts doivent être faits de part et d'autre. Afin de réduire les impacts négatifs des facteurs extérieurs sur les prix des produits, les acteurs conviennent que tout le monde doit se serrer les coudes, y compris les pouvoirs publics, pas des appuis pour faire baisser les prix des intrants. Nous sommes obligés d'être à 2200. Ce n'est même pas que nous avons un bénéfice. À 38 jours, nous sommes déjà à 2000. 37 jours, coût de production. Si on ajoute 10 jours encore pour écouler, vous comprenez que même 2200, nous n'avons pas de marge. L'État doit faire des efforts pour faire baisser le prix des intrants afin que le prix du poulet aussi baisse. Nous avons aussi convenu que les vendeurs doivent être conséquents et vendre le poulet à des prix qui ne vont pas effrayer les consommateurs et stimuler la vente. Les tensions de la filière s'ajoutent à la grippe aviaire actuelle dans la région de l'Ouest. Le littoral, dépendant de la région contaminée, notamment en matière d'œufs de table, le Satel pour l'instant, a renforcé les mesures de contrôle sanitaire. Prévenir vaut mieux que guérir. On fait une deuxième désinfection des véhicules avant de les autoriser. Au niveau du deuxième checkpoint qui est à l'entrée de la ville de Douala à Ndobo, également le même travail de contrôle documentaire est fait juste pour un deuxième contrôle. Maintenant, nous sommes en train de passer à une troisième phase qui est d'intégrer tous les professionnels. Vraiment parce qu'on pense qu'ils sont plus nombreux, ils sont plus même au fait des événements que nous, qu'ils puissent également comprendre que leur rôle, c'est de nous aider, qu'on est en réalité dans le même camp. La rencontre entre les producteurs et les distributeurs, une première du genre dans le bassin littoral et sud-ouest, vise aussi à mettre fin à un cloisonnement inopportun entre deux compartiments de la même filière, censés être des partenaires sur le terrain. Que se passe-t-il dans le secteur minier au Cameroun? Récemment mise en place, la Société nationale des mines a annoncé la signature d'une convention d'un protocole d'accord avec des entreprises chinoises pour la gestion de certains projets miniers. Et coup de théâtre, le ministre en charge des mines a annulé ce protocole d'accord signé entre la Socamine et ces entreprises chinoises, estimant que seul le ministère avait vocation à pouvoir signer de telles conventions. Et quelques jours plus tard, ce sont des hautes instructions du chef de l'État répercutées par le secrétaire général de la présidence de la République qui appelait le ministre des Mines à revenir sur sa décision. Aucune de ces institutions n'a souhaité s'exprimer sur ce qui s'apparente à une cacophonie. Explication avec Achille Kamga. Était la signature de ce protocole d'entente entre la Société nationale des mines et la société China Railway. C'était le 18 février 2022. Protocole d'entente signé dans le cadre du développement, du financement et de la mise en œuvre des projets miniers et d'industries connexes au Cameroun. Entre autres engagements contenus dans cette convention, la poursuite des travaux de recherche, principalement sur les prospects bauxitiques de Makan et Ngaoundal dans la région de la Damawa. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 21 février 2022, coup de théâtre, le ministre des Mines prend une décision qui annule les stipulations contenues dans le mémorandum d'entente entre la Sonamine et la China Railway. Le point qui intéresse le ministre Dodon Doké étant justement celui portant sur les travaux de recherche sur les prospects bauxitiques de Makan et Ngaoundal. Pour le ministre, la Sonamine a fait preuve, je cite, de violation de la législation minière camerounaise en matière d'attribution des titres miniers, de conclusion et signature des contrats, pré-contrats,
conventions et autres accords portant administration et gestion des ressources minérales du sous-sol camerounais, prérogatives exclusives de l'État. Fin de citation. Des correspondances qui, selon la chronique économique, révèlent au grand jour la guerre qui existe entre la SONAMIN et le ministère des Mines au sujet de nombreux dossiers en rapport avec le secteur minier dont on dit juteux. L'un des dossiers est le projet de fer de Mbalam, alors que le directeur de la SONAMIN et le ministre des Mines se livrent à une bataille sans merci pour le contrôle du secteur. La présidence de la République, elle, a tranché en faveur de la SONAMIN. En effet, en date du 25 février 2022, le FGPR a signé une correspondance adressée au ministre des Mines dans laquelle il répercute l'ordre du président de la République de faire de la SONAMIN la société chargée de porter le volet minier du projet de fer de Mbalam. Un camouflet pour le ministre qui, estime-t-on dans l'opinion, peine à intégrer que la SONAMIN est désormais le bras séculier de l'État en matière de gestion des projets miniers. En rappel, la Société nationale des mines a été créée par décret du président de la République le 14 décembre 2020 avec pour mission de développer et de promouvoir le secteur minier au Cameroun. Dans le reste de l'actualité, des braquages de haut vol perpétrés à Yaoundé, la cité capitale. Des bandits ont pris d'assaut le siège d'un concessionnaire automobile dans la cité capitale. D'importants matériels ont été volés et un coffre-fort emporté durant leur opération. Alertés, les fins limiers de la gendarmerie ont engagé une chasse à l'homme. Les présumés auteurs de ce forfait ont été interpellés. D'autres détails avec Joël Essengue et Gizogo. Ils ont à peine couru quelques heures après leur forfait que la gendarmerie, via ses éléments de la première région de gendarmerie, leur a mis le grappin dessus. Il s'agit des cambrioleurs qui se sont attaqués au siège du concessionnaire automobile Kia Motors à Yaoundé. Dans la nuit du 6 au 7 février dernier, vers 3 h du matin, une bande de 3 malfrats ont effectivement escaladé l'enceinte du concessionnaire Kia et ont défoncé les vitres pour effectivement perpétrer un vol. Les intéressés ont emporté beaucoup de matériel, des ordinateurs, des téléviseurs et même le coffre-fort de la dite structure. Suite aux instructions du général Ouseni Djibo, commandant de la première région de gendarmerie, une enquête a été diligentée. L'équipe conduite par le lieutenant Boutou du service de recherche est allée immédiatement sur le terrain. Grâce aux investigations, cette équipe a permis en 48 heures l'interpellation de 2 des 3 suspects, respectivement au quartier Omnisport et puis du côté de Bankolo. Sur le terrain, justement, c'est avec célérité que les équipes de la première région de gendarmerie se sont mises aux trousses des présumés auteurs du braquage. Et les résultats ont immédiatement suivi. Nous avons mis notre réseau de renseignement en exergue. 24 heures après, un suspect était déjà entre nos mains. L'exploitation de ce suspect que nous avons interpellé au quartier Ngousso nous a conduit au quartier Bankolo. Nous avons travaillé avec la collaboration du commandant de brigade de Bankolo. Et nous avons interpellé son complice qui est de nationalité centrafricaine et chef de gang. Immédiatement, leur exploitation nous a permis de saisir une grande partie du butin. Aujourd'hui, il est question pour la gendarmerie nationale de rassurer les investisseurs expatriés installés au Cameroun. Nous voulons les rassurer que les unités de police judiciaire de la première région, en particulier ici à la première région, au service de recherche judiciaire et la lutte contre le grand banditisme, ne dorment pas et veillent. Les téléphones sont ouverts à toute heure, à tout moment. Ils peuvent compter sur la rapidité d'intervention. Quant aux présumés braqueurs, ils seront présentés au procureur de la République. Dans l'actualité sous-régionale, l'on note que les retards de paiement de la taxe d'intégration, taxe communautaire d'intégration et l'enveloppe importante de la dette sociale plombent le fonctionnement de la CEMAC et son rendement également. Le Conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale vient enfin valider le budget 2022 après plusieurs renvois.
un budget qui est voté dans un contexte de crise économique et de crise sanitaire et sécuritaire. Néanmoins, les experts de la CEMAC tablent sur une reprise de la croissance à 2,7% durant cette année 2022. Compte rendu, Joël Essengue et Marcelin Gansot. Sanitaire dû au Covid-19 et un environnement économique difficile, la CEMAC devrait connaître en 2022 une reprise de la croissance, passant de 1,3% en 2021 à 2,7% cette année. C'est sur cette note d'espoir que vient d'être validé le budget de la communauté pour l'exercice 2022. C'est un moment important pour nous. Vous savez que le budget devait être adopté au mois de décembre. Mais les ministres ont jugé à juste titre qu'il fallait revoir les hypothèses de base. Parce que le budget doit être un budget réaliste. Un budget qui puisse correspondre aux attentes des populations. Donc aujourd'hui, nous avons eu mandat par les membres du gouvernement de réduire un peu les charges sociales pour permettre au budget d'être plus productif pour les populations. Le processus va se poursuivre au niveau du Parlement. Nous allons présenter dans la semaine. Vous savez que le Parlement arrête ses travaux le 8. Nous devons aller donc au Parlement pour que ce budget soit adopté. D'un montant de plus de 94 milliards 200 millions de francs CFA, le budget 2022 de la CEMAC va s'exécuter dans un environnement difficile, marqué par les arriérés de paiement de la taxe communautaire d'intégration, lesquels cumulent aujourd'hui à plus de 28 milliards de francs CFA. La TCI, qui est 1% des importations, aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment collectée, parce qu'il y a une rétention vis-à-vis des États. Donc les ministres ont lancé l'appel à leurs collègues pour que la TCI soit libérée. Pour vous donner un exemple, en Afrique de l'Ouest, à l'UMOA, elle est collectée à près de 80%. En Afrique centrale, elle est collectée dans les 40-50%. Alors ça empêche le travail de se faire correctement. Il faudra également résoudre la difficile équation de la réduction de la dette sociale. La dette sociale était au niveau de 35%. Donc nous allons un peu la raboter, compte tenu du fait qu'elle est devenue tellement lourde qu'on ne peut pas la résoudre en moins d'un an ou deux. Elle ne tient pas seulement de cette mandature, une dette qui date des mandats précédents. Pour votre gouvernement, le chef d'État avait décidé à Djamena de raboter cette dette de 90%. Or, les 10% n'ayant pas été payés, ils ont continué à prospérer. Donc, nous allons mettre la réflexion en marche pour qu'on puisse la payer en 1, 2, 3, 4, 5 ans, pour que tout le monde y trouve son compte. Malgré les difficultés, la CEMAC entend rester debout et prioriser l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Doter nos instances, nos institutions, nos organes, nos agences d'exécution des moyens requis, mais en même temps, dans l'allocation de ces ressources, de regarder les postes de dépenses afin qu'à la fin, les populations puissent ressentir cette prospérité partagée au plan communautaire et ce développement tant recherché par les différents pays pris séparément et par les différents pays pris ensemble. Notons que les principaux enjeux communautaires de l'heure sont entre autres la transformation structurelle des économies de la sous-région, la diversification des moyens de production pour se départir de la dépendance des ressources pétrolières, une meilleure intégration des chaînes de valeur, la nécessité de tirer profit des potentialités de la zone de libre-échange continentale africaine, puis un environnement sécurisé, gage d'une communauté de paix et de stabilité sociale. Dans l'escale internationale, faisons le point sur la guerre qui se déroule en Ukraine. Ce soir, un haut responsable du Pentagone aux États-Unis a expliqué que le convoi des militaires russes au nord de la capitale ukrainienne était quasiment à l'arrêt. L'avancée de l'armée russe est bloquée selon les Américains qui évoquent la résistance ukrainienne, mais également des problèmes d'approvisionnement en carburant et en nourriture. Un peu plus tôt dans la journée, ce sont 2 missiles qui ont touché une tour ukrainienne qui abrite la télévision de ce pays d'Europe. Il y a eu près de 5 morts. Ce convoi militaire russe observé en début de journée ce mardi a suscité la panique auprès des populations ukrainiennes. Pendant ce temps, Vladimir Poutine annonce des mesures drastiques pour faire face aux sanctions économiques prises par les États-Unis et l'Union européenne. On fait le point avec Gladys Sidier. Sur ces images satellites captées mardi matin, un convoi militaire d'une 60aine de kilomètres en direction de Kiev, la capitale ukrainienne. L'état-major ukrainien confirme le regroupement des forces russes
D'autres images satellites révèlent des déploiements supplémentaires de troupes russes en Biélorussie, avec des unités d'hélicoptères, d'attaque et des véhicules blindés à seulement 30 km de la frontière ukrainienne. Si la situation sur le terrain semble dominée par Moscou, les sanctions internationales, elles, continuent de pleuvoir. Le procureur de la Cour pénale internationale a indiqué vouloir déclencher aussi vite que possible des investigations sur des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis par la Russie en Ukraine. Moscou est d'ailleurs sur le banc des accusés à l'Assemblée générale de l'ONU, réunie en session extraordinaire d'urgence. Les combats en Ukraine doivent cesser, a martelé Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Parallèlement à cela, 12 membres de la commission russe de l'ONU ont reçu l'ordre des États-Unis qui les accusent d'espionnage de quitter leur territoire avant le 7 mars. Une démarche hostile a réagi la Russie. Autre geste fort, la Russie a été exclue de la Coupe du monde de football par la FIFA qui a suspendu les sélections nationales et les clubs russes jusqu'à nouvel ordre. Le conflit a jeté sur la route des flots croissants d'Ukrainiens depuis le début de l'offensive russe. Plus de 500 000 d'entre eux ont fui vers les pays voisins, selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. L'Union européenne a dit s'attendre à plus de 7 millions de personnes déplacées. Le bilan humain de 5 jours de conflit reste incertain. L'ONU a parlé de 112 civils tués et 304 blessés. Cependant, des organisations évoquent près de 400 civils tués et plus de 2000 blessés. Et concernant la situation des Africains depuis le déclenchement de cette guerre en Ukraine, l'Union africaine dénonce des traitements racistes. Plusieurs Africains ont déclaré avoir été maltraités par des agents de sécurité. Ils ont été empêchés parfois de prendre place dans les trains ou les bus pour rejoindre les frontières. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Opération Crémotte. Le collectif On a trop supporté des effets au niveau du lycée bilingue de Daido ainsi qu'au lycée d'Aquanor. Cette grève des enseignants ne cesse de toucher plusieurs campus scolaires dans la ville de Douala. Nous sommes en pleine période réservée à la 4e séquence importante pour l'évaluation des élèves dans ce deuxième trimestre, notamment ceux qui se préparent à affronter des examens officiels en fin d'année. Aujourd'hui, au lycée bilingue de Daido, au lycée d'Aquanor, ils n'ont pas fait cours. Les enseignants ont décidé de déserter les salles de classe avec des pancartes de fortune pour dénoncer leurs conditions de travail de plus en plus intenables. Et dans ce mouvement, ils ont été rejoints par le syndicat des enseignants du supérieur qui affirme d'abord leur soutien et ensuite qui menacent eux aussi d'entrer en grève si rien n'est fait pour améliorer les conditions de travail des enseignants de manière générale au Cameroun. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel et qu'il en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite Equinox.